l'IA, elle bouscule vraiment profondément nos organisations, nos outils, nos réflexes. Ce que vous allez entendre dans quelques instants, ce ne sont pas des projections futuristes ou de la science-fiction, c'est bien la réalité, des usages qui sont déjà là. On va en parler notamment avec Ange et Lionel. Dans les entreprises avec d'énormes gains, des gains de temps déjà, pour certaines tâches entre 10 et 80% de gains de productivité. Une étude sur un service client montre que l'IA augmente par exemple le niveau des professionnels de 30%, notamment chez les professionnels les moins performants, c'est-à-dire ceux qui sont les moins diplômés, ceux qui ont les tâches les plus rébarbatives. Il y a des gains de qualité avec une profondeur de réflexion, une exécution parfois presque sans faille, l'analyse d'une grande quantité de données, des sites qui sont traduits automatiquement, on verra avec Marion notamment, des gains de satisfaction client qui sont énormes avec des interfaces conversationnelles, on en parlera avec Lionel, qui gère une partie de la relation client de manière fluide et en direct sur le site de la station. Voilà. Il y a 2 atouts de l'IA qui nous ont particulièrement interpellés quand on a préparé cette conférence. C'est la manière dont l'IA redéfinit la qualité et la visibilité de nos entreprises sur le web et notre rapport au référencement. Ça, c'est Ange qui va en parler pas mal. Le référencement se joue plus sur Google, mais vraiment dans des modèles d'IA, plus uniquement sur Google. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est fiable, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on gère ça, que les mots-clés ne suffisent plus. L'IA modifie aussi les rapports internes avec une lame de fond qui nous pousse à réfléchir, à savoir qui fait quoi, comment on forme, comment on transforme les équipes, comment on sécurise les contenus produits et comment on garde du sens dans l'usage des outils. Ça, on en parlera aussi avec Jean-Baptiste. Parce que, pardon pour le terme un peu direct, mais il y a beaucoup de bullshit aussi autour de l'IA. Il va falloir débunker certains sujets. La transfo digitale, c'est pas une question de logiciel, c'est une transformation culturelle. Alors cette journée, elle n'a pas vocation à vous faire peur du tout, elle a vocation à vous faire progresser, à vous faire dire peut-être à la fin de la journée, je repars avec 2-3 idées claires à mettre en œuvre demain matin. Et je ne suis pas seul à me poser ces questions, puisque dans tous les offices de tourisme, il y a ces sujets qui sont là. Voilà. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Et donc, pour lancer cette première table ronde, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos intervenants qui vont ouvrir le débat. IA, transformation digitale et nouveaux enjeux pour les entreprises et les destinations. Hop, la slide suivante. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'ordre sur l'écran, Ange Pozzoli-Borgo, tu es spécialiste de l'IA et manager Hauts-de-France Innovation Tourisme. Lionel, voilà, Ange, c'est toi. Lionel Bertounèche, tu es directeur tourisme de Génial. Marion Lacour, tu es directrice marketing communication à l'Office de tourisme de la Plagne, la Grande Plagne. Et Jean-Baptiste David, tu es le nouveau responsable stratégie digitale et innovation de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Merci et bravo, on peut les applaudir. On va commencer cette matinée. Donc je vais m'asseoir et merci de votre venue. Ange, tu arrives près de Lille. De loin, oui. Loin, voilà. C'était pas facile de venir. Lionel, tu arrives de Bordeaux, donc c'était pas simple non plus. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est super. On va parler d'un sujet donc incontournable pour les acteurs du tourisme qui sont ici présents, qu'on soit prêt ou pas, curieux ou encore un peu sceptique. L'intelligence artificielle, ce qu'elle change, ce qu'elle va changer dans nos métiers. On va parler de SEO avec toi, Ange notamment, de production de contenu. On est ensemble pendant 3 quarts d'heure. On va dérouler les grands enjeux et ouvrir la discussion sur les 10 dernières minutes, aussi avec vous. Vous pouvez bien sûr prendre la parole et poser vos questions à la fin. Je me tourne vers toi, Ange, puisque on peut dire que tu as été un excellent vulgarisateur de l'IA ces derniers mois. Donc je te laisse te présenter et puis nous dire ce que tu as compris de l'IA et comment tu peux nous faire un petit panorama rapide. Ok, alors c'est un vaste sujet pour attaquer cette table ronde. Alors juste vous partager le fait qu'effectivement on a produit chez Hauts-de-France Innovation Tourisme 2 livres blancs, enfin un livre blanc qui a été produit par Hauts-de-France Innovation Tourisme, qui est donc tout simplement livre blanc IA et tourisme. Si vous tapez ça sur Google, je crois qu'on est premier, donc c'est facile. D'où le fait que je parle de SEO, je crois que ça doit être lié. Et puis vous avez, si vous scannez ce QR code, un livre blanc qui est lié à l'intervention, la prise de parole que je vais avoir sur le sujet du SEO et des impacts sur la recherche, parce qu'à mon sens,
même si il y a beaucoup de sujets dont vous allez parler tous les trois qui sont essentiels aujourd'hui dans la transformation liée à l'IA générative en particulier. Moi, ce qui me marque, c'est plutôt la manière dont la recherche est en train de changer de paradigme réellement, parce que ça touche à tout le parcours des utilisateurs et des clients, avant, pendant, après un séjour, et c'est là que, à mon sens, il y a un enjeu fondamental que tous les acteurs du tourisme doivent prendre à bras-le-corps, notamment dans l'IA. Voilà, parce qu'on le voit ici, le paysage a complètement changé. Alors, il faut remettre un peu l'église au centre du village. L'IA générative, les moteurs génératifs, aujourd'hui, c'est 2% seulement du flux de recherche en ligne par rapport à Google, qui pèse quand même 350 fois ChatGPT en termes de volume de requêtes. Mais ça va très vite. Juste sur les 6 derniers mois, vous avez eu une tendance à x10 en termes de volume de recherche sur ChatGPT et Perplexity. Donc je pense que dire que même si on en est aux prémices, ça va devenir dans les 3-4 ans qui viennent, ça va complètement casser l'hégémonie de Google sur la recherche en ligne et donc changer les habitudes de recherche. Ça, à mon avis, c'est essentiel. Donc on le voit ici, c'est effectivement l'impact réel aujourd'hui. Ça, c'était en février-mars. On voit la petite barre en jaune, on voit que c'est les moteurs génératifs. Sachant que Google, évidemment, intègre aussi l'IA générative dans son moteur avec les AI Overviews. Voilà, donc tout ça pour dire, sans passer des heures là-dessus, que le sujet de la recherche en ligne, il est important pour les pros, pour les institutionnels, pour les acteurs publics, quels qu'ils soient, quand on est dans le tourisme, parce que ça refaçonne la manière dont on doit adresser l'accès à l'information touristique et à la transaction. Tous nos business, en fait, dépendent aujourd'hui de la découvrabilité sur le web. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun acteur dans cette salle qui peut dire moi, Google, je m'en passe. De toute façon, les gens ils vont chez moi directement. Tout passe par les moteurs de recherche ou les recherches aussi orales pour certains très en avance. Mais c'est vrai qu'on voit bien, notamment quand on analyse les trafics de nos sites web et de nos plateformes, que petit à petit, les moteurs d'IA envoie de plus en plus de requêtes, envoie de plus en plus de visiteurs, et ça va commencer à poser des soucis pour ceux qui ne sont pas prêts. Exactement. D'autant plus que, même si tu le disais, le trafic commence à arriver depuis ces plateformes. Alors, la première chose, c'est bien que tu en parles. Regardez juste vos statistiques et regardez si vous êtes capable de traquer le flux qui arrive depuis ChatGPT, Perplexity et autres. Il faut mettre en place, dès maintenant, je pense que c'est le bon moment de le dire là maintenant, une analyse, un suivi du flux que vous recevez depuis ces plateformes-là, parce qu'il y a 2 impacts essentiels. Le premier, on sait que le flux que vous recevez est plus engagé. Les utilisateurs d'un ChatGPT ou un Perplexity vont passer plus de temps, vont être plus convertissables, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, que d'autres utilisateurs qui arriveraient de Google, par exemple. Parce qu'ils ont une plus grande confiance en la réponse qui leur est donnée, et ils sont déjà préparés en termes d'intention. Tu disais une phrase un peu provocante, mais que je vais citer, du coup, c'est « Aujourd'hui, la vérité est déterminée par une machine ». Alors c'est pas de moi, je la reprends. C'est Mo Gaudat, qui est un ancien de Google, qui dit ça. Et effectivement, je trouve que c'est le cœur du sujet, en fait. Parce que la réponse, et non plus la liste de liens que vous apporte un moteur aujourd'hui, elle est considérée comme quasiment de fiabilité absolue par j'enfonce une porte ouverte, tout le monde le sait maintenant, qu'une grande partie des utilisateurs croient fondamentalement en la véracité de l'information partagée par ces outils. Voilà. Et donc, suivre les flux, regardez le comportement de ces utilisateurs sur votre site, c'est important parce qu'il y a un autre élément qui est clé dans tout ça. C'est qu'on annonce quand même une chute de plus de 50% du trafic web dans les 5 ans qui viennent. C'est très, 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 très fort. Ça veut dire que ça questionne globalement les stratégies d'acquisition, ça questionne la visibilité en ligne, ça questionne même la pérennité des sites internet tels qu'on les a connus dans la forme. Parce que tu parlais d'une balkanisation de la recherche. C'est-à-dire une protéiformisation. Donc c'est facile quand on a Google, on s'adapte à un seul mastodonte, on est sur un monopole. Là, on va tomber sur un oligopole, voire une balkanisation des endroits, donc des feux de camp numériques extrêmement répartis. Donc ça veut dire qu'il va falloir être présent sur de nombreuses plateformes, de nombreux moteurs, de nombreux outils d'IA, petit à petit, à horizon 2 ans, 3 ans. Exactement. En fait, c'est toute la complexité finalement de tout ça. Alors là, on voit quelques chiffres, ça illustre simplement ce que je viens d'évoquer. J'en profite, est-ce que vous entendez bien au fond de la salle ou pas ? Oui, ok. Parce qu'on avait un doute avec le renvoi de son ici, c'est bon. C'est un peu... En façade, c'est bon. Donc en tout cas, ça illustre le propos. Plus de volume, ce n'est que le début, ça reste frémissant, mais voilà, les courbes sont là. Et puis, on fait un test en direct. Qui utilise ChatGPT pour faire de la recherche ?
Pas pour tout, attention, hein, évidemment, occasionnellement pour de la recherche. Bon, bah, c'est quand même, vous voyez. Hein. Je pense qu'il faut inverser la question. C'est aujourd'hui qui n'utilise pas l'IA Alors, du tout au quotidien. Ouais, mais attention au biais de consensus. Ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un post LinkedIn justement. Ouais. Le biais de consensus, c'est un truc assez classique quand on bosse dans le marketing ou les métiers du savoir, comme beaucoup de monde dans la salle, j'imagine. C'est qu'on a l'impression qu'on l'utilise tous. En fait, si on va dans la rue et qu'on on pose la même question aux gens, on n'aura pas le même nombre de mains levées, je pense, sur un public lambda qui n'est pas dans notre métier. Ça, c'est important. Alors, voilà. Vas-y, raconte-nous un peu là, sur ce que raconte Gartner. Gartner nous dit cabinet mondial hein, sur de prospective, l'analyse prospective. Ouais. Tout à fait. Bon, bah voilà, le chiffre il est là, c'est ce que j'évoquais. Hein. Attendez-vous réellement à ce que le flux de fréquentation organique sur vos sites chute drastiquement, d'autant plus si vous avez un public international, avec évidemment des disparités par culture et par pays. Donc si vous avez des publics américains par exemple, ou britanniques, ils ont un usage plus fort que les Français. Donc ça peut aussi avoir un impact. Voilà, donc on sait déjà d'avance que ça va descendre. Donc comment vous adaptez vos stratégies à ça? Ça aussi, ça fait partie des éléments qu'il y a dans le livre blanc. J'en profite pour le redire plus détaillé, parce que j'aurais pas le temps ici de faire 45 pages de livre blanc. Bien sûr. Voilà. Okay. Bon, pareil, aujourd'hui il y a l'agentification, je pense que Lionel va en parler juste après, c'est dans le cœur de ton sujet en plus. Aujourd'hui l'agentification c'est vraiment la grosse question de l'avenir de la recherche et de la transaction. Donc les agents IA. Qui font à la place de l'utilisateur. Vous lui posez une question, il va crawler le web, il va mener des actions à votre place, il va cliquer sur des liens, il va sélectionner pour vous et puis il va vous remonter un résultat. Comme on le voit ici, alors je crois que c'est Operator que j'ai mis... il me semble, sachant que Google vient d'annoncer qu'aux États-Unis ils sont en train de tester la même chose en ce moment avec un planificateur intégré basé sur l'IA, intégré dans les résultats de Google directement. Donc il ira chercher tout pour vous sur une requête. Expedia aussi a sorti un outil. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la transaction, il vous dit il n'y a plus qu'à réserver en fait. Ouais. Voilà. Donc ça a un impact. Ouais. Pour l'agent de voyage ou le conseiller en office de tourisme, ça pose effectivement des questions. Complètement. C'est un peu vertigineux d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bon, mais il faut se rassurer, on va se rassurer. Alors, est-ce que le référencement, donc le SEO, Search Engine Optimization, est-ce que le référencement naturel tel qu'on le connaît, il est mort? Je vais me dépêcher, j'ai pas envie de monopoliser la parole pour les autres. C'est une grande intro que t'inquiète pas, okay, le temps est prévu. Ouais, ça marche. Très bien. Donc, une question qui est souvent posée, c'est est-ce que le référencement va être tué par ça? Parce que le référencement naturel, je vais pas refaire tout ce qui est le référencement naturel dans la salle, j'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent. C'est des pratiques et des bonnes pratiques qui sont connues depuis toujours, hein, la popularité, la sémantique avec le contenu, etc., la technicité, les performances qu'on a sur un site. Mais en fait, avec le SEO, on a été traditionnellement très centré sur l'optimisation des pages et du site sur lesquels on produit du contenu. Ça, c'est un vrai gros changement aussi, puisque en fait, déjà, il y a de nouveaux termes qui arrivent pour essayer de définir ce que serait maintenant l'optimisation de la visibilité sur des LLM, donc les modèles de langage comme ChatGPT et Perplexity. Et en fait, les termes qu'on voit arriver, comme ça vous le saurez, c'est LLM SEO ou GEO pour Generative Experience Optimization. Ouais. Voilà, il y a des termes qui arrivent pour remplacer ça, ou en tout cas compléter le SEO, pour essayer d'exprimer toute une variété de techniques et de pratiques qui sont très empiriques d'ailleurs, je préfère le dire aussi. Il n'y a pas d'études, de guidelines, de principes qui ont été édictés par les moteurs génératifs pour nous dire voilà ce que vous devez faire pour être visible. C'est surtout des SEO qui, en faisant l'analyse, ou moi-même en faisant certains tests, je découvre des choses et je me dis tiens, ça a l'air d'être pour telle ou telle raison, et on en retire un certain nombre de pratiques. Voilà. Donc, un point qui a été aussi pivot ces derniers temps, c'est que l'année dernière, enfin jusqu'à présent, Google nous disait allez-y, produisez du contenu avec l'IA, j'ai aucun problème avec ça. Tant que vous produisez du contenu qui est original et qui apporte une réponse utile à l'utilisateur, que vous le fassiez par un humain ou une IA, pas de problème. C'est écrit noir sur blanc dans ces principes. C'est guidelines. Il y a une semaine, ils ont changé leur veste d'épaule. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Bon. Et en gros, ce qu'ils ont fait, leur fusil d'épaule, pardon. Ils ont édicté de nouvelles règles en disant maintenant, si votre contenu est produit par de l'IA, on va quasi systématiquement le qualifier comme de faible qualité. Comment ils vont le faire? Ça, c'est pas défini, parce que c'est quand même une bataille qui est énorme. Et donc aujourd'hui, s'il y a 4 règles à respecter, si on suit un peu tout ça, c'est attention à ne pas produire des contenus qui sont déjà largement connus ailleurs. Parce que ça sert à rien, et en fait Google va vous pénaliser. Attention à ne pas avoir une forte similitude avec d'autres contenus qui sont disponibles sur des sources plus établies que vous. Ouais.
Sinon, pareil, pénalisation. Les pages qui semblent résumer sans aucun apport des discussions, des avis, des contenus déjà présents ailleurs. Et puis, dans l'écriture, et ça maintenant, on le sait, il y a quand même des petits travers, des petites phrases un peu clichés, stéréotypées dans l'écriture des IA, par défaut. Si vous n'êtes pas capable d'aller créativement au-delà de ce que produit l'IA, vous serez pénalisé aussi. Bon, c'est très clair, c'est très clair. Voilà, alors, donc tu as fait des petits tests, tu t'es amusé. Ouais, c'est ça. J'ai pris Chambéry, voilà, exprès, en me disant, tiens, bon, la recherche classique, c'est recherche par mots-clés, on fait une analyse lexicale de requêtes et j'identifie forfait ski sans Chambéry comme étant, a priori, une requête importante. Donc j'imagine que certains et certaines vont chercher à se positionner là-dessus, en payant, en organique ou autre, peu importe. La question maintenant, c'est comment on passe d'une logique de requête lexicale à une requête basée sur ce qu'ils appellent user intent. Ouais. Vraiment une question, une conversation, une phrase longue, parce que c'est comme ça qu'on se comporte, de plus en plus. Donc là, on le voit, par exemple, ici, si je prends Google forfait ski Chambéry, je vais avoir plutôt sur un Perplexity ou un ChatGPT ce genre de phrase. D'accord. Et là, c'est plus pareil, parce qu'on est plus précis, il y a plus de nuances, et l'intention est plus claire. Et donc là, je me suis amusé à regarder sur plein de requêtes quelles étaient les sources citées par Perplexity ou ChatGPT. Et donc à la question que j'ai posée là, regardez ce qui sort. Est-ce que vous êtes d'accord dans la salle? Levez la main ceux qui sont d'accord, juste pour voir. Vous ne savez pas. Voilà. Et alors d'où vient la source? Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est quelle est la source qui a permis à Perplexity de dire que c'était ces deux-là qui avaient des forfaits moins chers que les autres? Est-ce qu'il a halluciné la réponse? Est-ce que c'est une véritable donnée? Et en fait, c'est un site qui s'appelle Altimag. Qui connaît Altimag ici? Pas mal de gens. Ouais, ok. Je vais pas vous demander si c'est une source fiable. A priori, c'est connu. Et donc, Altimag a un tableau sur son site. En fait, je suis allé voir la page. En fait, c'est juste une page avec un tableau avec des comparaisons de prix. Et en fait, c'est cette donnée-là qui est structurée qui est allée chercher Perplexity. Non. C'est un indice. Voilà. Donc là, comment on fait en fait maintenant pour s'adapter à ça? Je vais aller dans le concret. Tu as fait un test sur les taxis aussi. Ouais, c'est parce que mon frère est VTC en Corse, donc du coup je l'accompagne sur ces sujets. C'est mon bac à sable, on va dire. Et donc effectivement en mode bac à sable, je fais quoi? Je vais chercher mon analyse de requête SEO classique, et derrière en fait je vais demander à Perplexity, parce que c'est tout con, on pouvait le faire. Vous lui dites, donne-moi sur tel ou tel mot clé les requêtes qui sont. Alors il y a deux prompts à faire. Le premier c'est donne-moi les requêtes sous forme de phrases orientées questions, conversation en langage naturel, que poseraient tes utilisateurs sur ce mot-clé-là. Et là, on voit, par exemple, il me sort ça. Donc ça me dit quoi? Ça me dit, je sais pas si c'est précis, c'est pas un outil d'analyse SEO à proprement parler, mais ça me dit quand même qu'il y a potentiellement des intentions que j'ai pas du tout adressées, des questions nouvelles qui me permettraient de créer du contenu en réponse à ça, sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest, sur le site, etc. Alors, donc, Ange, juste là, ce que tu as exploré, donc ce que tu nous expliques, c'est les interfaces avec le grand public, avec nos clients. Bon, voilà, tu as pas mal exploré ça. Et donc, c'est dans le livre blanc aussi. Je passe juste. Tu l'avais. Voilà, le Search Everywhere Optimization, ça, c'est le concept que tu avais déployé. Je voulais juste attention un peu de temps, parce que je voulais que les gens voient. Voilà, ça, c'était hyper important. Sur l'expérience, l'expertise, l'autorité, la fiabilité, EEAT. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est des notions qui sont édictées par Google depuis longtemps, qui ont une valeur de toute façon universelle. Sur la manière de créer des contenus, de toute façon, c'est très vertueux de les aborder comme ça. En gros, quand vous produisez un contenu, quel que soit son format, quel que soit le canal de diffusion, demandez-vous s'il reflète l'expérience de l'auteur par rapport à ce qu'il a pu vivre par rapport à ce sujet-là et sa connaissance. Est-ce qu'il reflète l'expertise, c'est-à-dire dans la façon de présenter le sujet, de l'approfondir? Est-ce qu'il arrive à illustrer la technicité maîtrisée autour d'un sujet? L'autorité, ça se travaille pas seulement au niveau du contenu, c'est dans l'ensemble de la présence en ligne. Est-ce que vous êtes une source d'autorité sur le sujet? Et enfin, la fiabilité de l'information par l'apport de sources, de chiffres, de liens externes, etc. Tout ça, c'est important en fait. Voilà. Super. Ok, bon, tu avais bien résumé le sujet, vous aurez les stages. Pas juste, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un livre blanc que tu as édité avec Hauts-de-France Innovation Tourisme, qui est passionnant. Je l'ai eu en main, c'est top. Donc vous pouvez scanner le QR code et puis le télécharger. Et puis tu as un autre livre blanc sur le sujet, oui. Sur le sujet. Et pareil. Oui, soyez pas étonnés, vous arrivez sur une landing page d'une startup sur laquelle je travaille actuellement. Ouais.
et vous devez vous inscrire pour recevoir l'email avec le livre blanc. Voilà. Donc là, c'est un peu en exclu. Là, voilà. on a un livre blanc à sortir bientôt que tu vas. Il est fini depuis hier. Parfait. Bah, voilà. Super. Je vais le recevoir bientôt dans ma boîte mail alors. Merci Ange. Lionel, toi tu es directeur travel de Génial. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'est Génial? Génial avec le IA. Je pense qu'il faut que tu allumes ton micro. Voilà. Dans une seconde. Voilà, vas-y. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Oui, donc Génial en 2 mots, Génial pour Générative IA Lab. On est basé à Bordeaux, ravi d'être là. Notre mission, c'est de mettre en action l'IA générative dans les entreprises du tourisme, notamment, mais pas exclusivement. On travaille également pour les PME, ETI, dans la banque, l'assurance. Mais le tourisme constitue un pilier fort de l'activité, plus de 2/3 de l'activité. Concrètement, ça veut dire quoi, mettre en action l'IA générative dans le quotidien des entreprises du tourisme? Ça consiste à déjà identifier les bons cas d'usage, on en a un peu parlé, mais de se dire qu'est-ce qu'on fait avec l'IA générative, quel est mon besoin, quels sont mes irritants, et là où l'IA générative pourrait, je dis bien pourrait, avoir une valeur. Donc on intervient sur une chaîne de services de bout en bout, de l'identification du besoin à la conception jusqu'au pilotage d'agents IA. On a parlé d'agentification, de création d'agents IA, que ce soit pour le client final, donc des touristes, des visiteurs, mais également en interne dans des logiques de productivité. Donc on est un peu sur ces 2 aspects-là. Les deux axes de ton intervention, et puis on va en parler avec Marion aussi, c'est que l'IA, Ange l'a dit, c'est utile pour les interfaces clients, mais l'un des plus gros chantiers de l'IA, c'est en interne. Donc là, tu peux nous parler de ces 2 sujets-là, des 2 grandes familles de sujets sur lesquels Génial travaille. C'est les projets visibles côté client, les chatbots, les planificateurs, les FAQ dynamiques, et puis les projets internes, les comptes rendus, les synthèses, la veille, la production de contenu, l'organisation, les RH. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va marcher sur nos 2 jambes aujourd'hui avec à la fois des enjeux externes qui adressent le client final et internes. Les enjeux externes, tu l'évoques, ce sont des chatbots, ce sont des moteurs de réponse avec cette logique où on va passer de la recherche à la réponse dans une logique conversationnelle. Comme vous connaissez peut-être Perplexity, on a mis en place comme ça des moteurs de réponse plugués aux bases de données touristiques des territoires, donc VOSIT, qui constituent souvent le début de l'histoire en termes de données, mais c'est pas exclusif, c'est-à-dire que voilà, la donnée, il faut aller la chercher, la compléter, avec des logiques de transport, de météo, d'informations pratiques au sens large du terme. Donc des enjeux qui adressent le client final et l'interne, dans des logiques où effectivement l'IA peut avoir une valeur vraiment dans des usages quotidiens. Tu l'évoques, ça peut être des agents très simples du quotidien, compte rendu de réunion. Ceux qu'on voit à l'écran là, c'est ça? Ouais, notamment. Alors, ils peuvent être par typologie de métier. Ce qui est hyper intéressant dans l'IA et dans la façon dont on procède avec des entreprises, c'est que c'est pas du tout vertical. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une volonté de la direction, évidemment, d'y aller. Mais après, la remontée des besoins provient vraiment, j'aimerais dire, du terrain, des services, de façon à avoir un usage et une valeur réelle par rapport à remontée de la compta, des RH, du marketing, du commercial, avec des besoins du quotidien qui peuvent être très transversaux. Typiquement, un agent de compte-rendu de réunion va servir l'ensemble des services. Là où un agent aux côtés d'un commercial, plugué au CRM, va servir plutôt le service commercial dans le fait de trouver des icebreakers pour des rendez-vous clients, des synthèses de rendez-vous, plugués à un Salesforce, plugués à un CRM. Et c'est là où on va avoir des agents un peu plus premium, un peu moins basiques, qui vont nécessiter un développement un peu plus conséquent qu'un agent simple du quotidien. Ouais. Donc là, toi aussi, hein, tu parlais de ce sujet qui est essentiel, de la recherche conversationnelle, puisque l'un de tes premiers sujets, et tu l'as fait avec ton équipe pour les Charentes, et puis surtout Marianne pour Atout France. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, effectivement, ça rejoint vraiment ce que disait Ange, où on va passer dans une logique à la fois conversationnelle et là où l'engagement des utilisateurs sera beaucoup plus fort parce que ils vont poser une question assez précise et ils attendent du coup une réponse très personnalisée derrière. Et si on prend l'exemple des Charentes, donc le site a été lancé, Infiniment Charentes, l'enjeu a été clairement de bousculer un peu les codes d'un site web classique
pour tendre vers un compagnon de voyage, un agent conversationnel très intégré. On voit, il n'y a plus du tout de menu. Donc ça peut être déstabilisant au début, mais l'enjeu, c'est de s'approcher le plus proche possible de cette logique de conversation, de compagnon de voyage du territoire, pour avoir la logique, je pose une question, j'ai une réponse très précise, et sortir aussi d'une vision un peu froide du chatbot, qui peut être un peu robotique, et on peut le comprendre tout à fait, hein, la notion de chatbot simple, texte to texte, peut être un peu limitée. On est dans le tourisme, on vend de la belle image, on vend de l'expérience au sens large du terme. Le fait d'enrichir la réponse de photos, de cartos, de vidéos, et toujours amener cette barre de réponse dans tout le parcours utilisateur, fait que l'engagement sera beaucoup plus fort qu'un petit chatbot qui a un usage, on va dire, je ne vais pas qualifier d'obsolète, mais malgré tout, voilà, les outils type Perplexity amènent à challenger un peu ça, et surtout, à l'ère de la, j'allais dire, très grande satisfaction client, le fait d'amener un parcours utilisateur enrichi, ce type d'outil concourt à une meilleure expérience sur un site de destination. Alors, très grande satisfaction client, on en parle dans la conf suivante avec Thomas Saison notamment. Alors, pour toi, quand on a préparé cette conférence, l'un des plus grands enjeux de l'IA, c'est l'interne, c'est l'IA au profit des collaborateurs. C'est en fait deux aspects pour démarrer l'IA dans une entreprise. On peut très bien avoir un enjeu, effectivement, c'était le cas pour les Charents, de dire j'ai une refonte digitale, comment j'intègre utilement l'IA dans mon nouvel écosystème. Donc refonte digitale, on a pris le projet dans sa globalité, on a mis l'IA au cœur. Donc on peut très bien arriver dans une problématique comme celle-ci. Ça peut être très intéressant pour démarrer l'IA de se dire comment je fais profiter mes collaborateurs et comment je fais remonter des besoins. Et on le voit ici dans des enjeux effectivement où l'IA pourra très vite avoir une valeur interne pour chaque collaborateur, et c'est aussi un projet d'entreprise. Une feuille de route IA qui colle à une feuille de route stratégique d'entreprise permet potentiellement d'accélérer l'atteinte d'objectifs, le fait de se dire comment on fait mieux ou autant avec moins. On est un peu à une époque de baisse budgétaire d'ensemble, donc comment l'IA peut concourir utilement. Je ne parle pas de remplacement d'ETP, je parle de l'IA en tant qu'outil au profit des collaborateurs. C'est vraiment dans cette logique-là qu'on met en place des hubs d'agents IA qui viennent en soutien des équipes, et on le fait par le biais de moyens type une extension Chrome qui vient vraiment dans le quotidien, dans un navigateur. Ça peut être sur une appli, enfin ça c'est les moyens pour amener l'IA dans le quotidien des collaborateurs. Mais ça c'est un enjeu très très fort où l'IA en interne demain va s'accélérer très certainement avec une logique d'adoption très très forte. On le voit un peu sur ce petit graphe qui est un peu dans une méthodologie en 3 temps, de l'identification des cas d'usage, la conception et le pilotage. Au final, toute la phase d'adoption en interne est clé, sans quoi l'IA devient un gadget. Et comme tout outil qui est peu utilisé, on le débranche et il y a peu d'intérêt à ça. Donc, ce n'est pas du tout notre enjeu, évidemment. L'idée, c'est d'accompagner nos clients dans la durée et d'avoir une adoption la plus forte possible. Vous êtes combien là chez Génial actuellement ? On a bien grossi, on est une vingtaine en 2 ans et demi, et nos sujets dans le tourisme public et privé, et aussi dans d'autres secteurs, nous amènent clairement à rendre aussi des cas d'usage, on va dire, très poreux. Je m'explique, on peut très bien avoir un cas d'usage de service client qui nous provient de l'industrie, qui profite à un acteur du tourisme, parce que la problématique d'un service client est assez transversale et permet de nourrir l'ensemble de nos verticales. Donc voilà. Bon, merci Lionel, et bravo, parce que c'est plus une start-up, Génial, mais c'est une boîte qui grossit, avec toute humilité, mais on est très. Tu es passé sur TF1 il y a l'autre jour, non? C'est ça, il y a un petit... M6. M6, bon, c'est presque pareil. Marion Lacour, merci Marion d'être là. Bonjour à toutes et à toutes. C'était pas simple d'avoir un OT présent sur scène pour parler d'IA. Parce qu'en fait, l'IA dans les OT, c'est pas encore ça. Hein. J'ai fait mon petit benchmark et c'est pas encore ça. On peut dire qu'on est au milieu du gué pour la plupart des acteurs. Donc je te remercie d'avoir osé monter sur scène parce que on peut le dire aujourd'hui, l'IA est encore assez peu intégrée, honnêtement, hein, au quotidien et en externe et en interne. Mais à la plagne, vous avez quand même pas mal veillé, pas mal écouter, regarder, et puis je crois qu'on peut dire aujourd'hui que c'est assez pragmatique ce que vous avez mis en place, et même
début de chemin qu'il faut suivre. D'autres choses vont suivre ensuite dans les mois qui arrivent, parce qu'il y a pas mal de choses dans les cartons. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sincère de ce que vous avez mis en place déjà en interne pour vous approprier l'IA au niveau des collaborateurs et puis essayer d'aller un peu plus vite dans vos missions du quotidien? Alors moi, je suis à La Plagne depuis 7 ans. Ouais, déjà. Oui. Je suis donc directrice marketing et communication. Je gère une équipe d'une dizaine de personnes. Donc nous, l'IA, ça fait à peu près 2 ans qu'on essaye de suivre ce qui se passe, ce qu'il se dit, les prouesses, et puis également, voir ce qu'il faut faire et pas faire. À date, on a travaillé sur quelques sujets, on va dire, à destination des clients, dont ce chatbot qui a été mis en place pendant l'hiver sur notre agence de voyage qui s'appelle La Plagne Resort. On n'est qu'au début de ce sujet-là. C'est un sujet qui va être encore plus développé par la suite. Et qui marche très bien déjà. Qui marche déjà super bien. Oui. Ouais. C'est iAdvice, je crois, derrière qui propulse l'outil. Oui. Ouais, voilà. Donc plusieurs solutions de chat conversationnel. Donc ça, c'est un des premiers usages qui a été mis en place. C'est un premier cas d'usage à destination des clients. Voilà, avec de l'IA derrière. Donc on a vraiment l'impression de discuter avec. Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Louise. Louise. C'est le nom de notre expérience client, voilà. Ouais, voilà. Donc une série de cas d'usage dont on a parlé là que tu vas nous évoquer. Il y a celui-là. Il y a eu un gros sujet d'IA, de traduction assistée par l'IA. Depuis quelques mois, La Plagne s'est lancée sur le marché allemand. Donc, on a souhaité développer une nouvelle langue sur le site internet. Le site internet de La Plagne, c'est un mastodonte. Il est énormissime avec 1000 pages API, énormément de pages de contenu, des articles, de blogs. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait développer cette nouvelle langue. Donc, dans notre back-office, on a développé un petit outil qui nous a permis d'intégrer DeepL, qui est maintenant, qui est un outil que tout le monde connaît et utilise, j'imagine, qui depuis quelques années est vraiment dopé à l'intelligence artificielle et qui nous a permis en quelques heures, quelques jours, de traduire l'intégralité de notre contenu du site internet de La Plagne, très très vite, et ça nous a coûté 52,48 € pour 2 millions de caractères. Ouais. Et l'agence allemande avec qui vous travaillez n'y a vu que du feu, parce qu'il y a des relecteurs allemands et on va dire que les corrections ont été minimes. Fait contrôler ce site internet à l'agence allemande avec qui on travaille, qui s'appelle Aviareps, qui a été relire les contenus et vérifier que le travail avait été effectué correctement par DeepL. Donc là, donc un gain de temps juste énormissime. Vous imaginez ce site traduit en quelques heures pour un coût d'environ 50 €. C'est... Ouais. Voilà. Donc effectivement, ça nous a fait gagner du temps sur ce projet-là. On l'aurait peut-être pas fait de cette façon-là. Et aujourd'hui, on est fiers de se dire qu'on va pouvoir déployer cette nouvelle langue dans quelques jours sur le site de La Plagne. Ça, c'est assez inspirant. Il y a un sujet CRM aussi. Alors, on utilise un outil qui s'appelle Spread pour toute la partie CRM. Et hier, on a découvert dans l'outil une petite nouveauté. Donc, l'IA débarque dans cet outil Spread. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des notions de ton, de wording, la façon dont nous, on a envie de se présenter. Ce qui nous permettra ensuite de générer beaucoup plus facilement des newsletters à destination. Nous, on a plusieurs cibles, de nos sociopros ou de nos clients, clients de l'agence de voyage également. Donc c'est un nouveau test. On l'a pas encore testé. On l'a commencé à le mettre en place et à s'envoyer nous-mêmes en interne des newsletters. Mais à voir. Je dis pas qu'on l'utilisera, mais en tout cas, il faut le tester. Il faut voir ce que ça donne. Voilà. Sur le site de Spread, vous avez la démo effectivement de la manière dont ça se fait. C'est assez bluffant. Et Lionel, dans vos outils, génial, il y a ce type d'agents intégrés ou de solutions d'IA intégrées. C'est-à-dire que l'idée n'est pas, faites attention, tu le disais un petit peu quand on préparait cette conférence, à pas trop superposer des dizaines d'outils IA, parce qu'au bout d'un moment, donc essayez peut-être d'avoir un intégrateur ou du moins un consultant ou une agence qui vous aide sur l'IA pour avoir peut-être éviter la superposition d'outils.
On m'entend pas. C'est bon, c'est m'entend, pardon. Ça peut être le risque, effectivement, à terme, d'avoir une démultiplication d'outils en fonction de micro-besoins, enfin, ou de plus gros besoins, selon les sujets. Et en tout cas, c'est notre positionnement d'avoir une approche très horizontale pour servir un volume de cas d'usage. Ouais. Effectivement, la démultiplication des cas d'usage et donc des abonnements potentiels peut rendre un peu fou à l'heure où effectivement les SaaS, les solutions, les abonnements peuvent être importants. Donc une question un peu plus de fond stratégique, se dire comment j'y vais et comment j'arrive à capitaliser aussi sur des actifs IA, évitant d'avoir des bouts d'IA et aussi d'avoir aussi une personnalisation par rapport à l'entreprise pour être dans une maîtrise de ce qui est fait autour de l'IA. Et Jean-Baptiste et Ange, j'imagine qu'à un niveau régional, ça doit être assez costaud d'harmoniser les pratiques d'IA. On va en parler avec Jean-Baptiste dans quelques secondes. Et juste pour terminer, Marion, parce que c'est aussi des outils très opérationnels. Je crois que beaucoup de personnes dans la salle, de nombreuses personnes utilisent Canva. Oui, on utilise. Oui. Enfin, j'imagine que tout le monde utilise cet outil-là. Donc, on utilise Photoshop, CapCut, Canva, tous ces outils qui sont dopés aussi à l'intelligence artificielle. Et nous, on a développé un compte équipe sur Canva avec des modèles prédéfinis qui sont utilisés, générés par l'IA également. Voilà. Et de nombreux autres usages qu'on passe, mais je veux dire, quasiment tous les salariés de l'Apline aujourd'hui utilisent ponctuellement ChatGPT ou d'autres moteurs pour s'aider dans la rédaction de certains articles de blog, pour s'aider au quotidien? Alors plutôt à la construction de plans. On est encore beaucoup sur l'humain, nous, à la Plagne, pour le moment. C'est ce que disait Ange tout à l'heure, tu as raison. Il vaut mieux ça, utiliser l'IA pour des plans plutôt que pour la rédaction finale. Fait. Et justement, comme tu as pu le démontrer là tout à l'heure, ne surtout pas dupliquer du contenu sur vos sites internet, continuer à travailler et à déployer vos mots-clés SEO qui sont importants et mettre une vraie âme humaine derrière vos contenus. Je pense que ça reste la clé, même si, on le sait tous, l'IA nous aide quand même au quotidien, nous fait gagner du temps et continue à suivre vraiment ce qui se passe, quoi. Ouais. Et ça doit soulager un peu les équipes de se sentir accompagnés, soutenus, équipés de certains outils pour pas se sentir au bord de la route, quoi, parce qu'on a aussi beaucoup de craintes. On va en parler avec Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de craintes autour de l'IA. Il y a pas mal de sujets dont on va parler maintenant, parce que Jean-Baptiste, toi, tu es un fin analyste du digital. Ça fait longtemps que tu es dedans, depuis les années 90. Tu me disais, tu as vu l'éclatement de la première bulle Internet. Tu es arrivé récemment là, chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc tu as tout devant toi. Tu connais quand même parfaitement les enjeux digitaux. C'est quoi tes premières intuitions sur ce que devrait être un bon déploiement de l'IA dans une structure régionale ? Bonjour à tous déjà. Vaste sujet. En fait, le bon déploiement, en tout cas l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à embarquer tout le monde. Et quand on arrive dans une structure qui est assez hétéroclite en termes de profil, on a une équipe qui est assez hétéroclite et embarquer tout le monde, en fait, c'est vraiment l'enjeu. Parce que on a des gens qui sont plus ou moins avancés déjà dans l'IA, d'autres plus ou moins avancés dans le digital, d'autres plus ou moins avancés dans la communication. Et en fait, on a comme ça différentes strates. Et c'est vrai que d'embarquer tout le monde, c'est relativement difficile parce que on a tous un parcours différent. Et c'est vrai que, comme tu disais, moi, ça fait 25 ans, pas depuis 90, mais un petit peu moins, que je travaille dans le digital et dans le web en particulier. Et c'est vrai que quand on arrive comme ça de l'extérieur, finalement, du privé, et qu'on rentre dans les habitudes d'une structure institutionnelle, il faut observer et il faut arriver à expliquer. Donc il y a un travail pédagogique qui est hyper important. Et ça a été une des premières orientations qu'on a prises justement pour travailler avec l'IA. C'était il y a quelques mois. Ça a été de former finalement toutes les 60 personnes qui composent l'Agence régionale du tourisme. Et ça a été une révélation pour beaucoup parce que on a une masse d'informations tous les jours quand on se connecte sur LinkedIn, particulièrement autour de l'IA, et ça peut être un petit peu flippant. Au bout d'un moment, on peut se dire mais je commence par quoi ? Est-ce que je suis à la rue ? Est-ce que je suis à la bourre ? Je vais jamais y arriver. J'ai pas les compétences, donc finalement, on peut se dire je vais laisser ça de côté. Ouais. Et l'enjeu, il est là en fait, c'est d'arriver à se dire non. À un moment, tu arriveras dans ton quotidien forcément à trouver un intérêt grâce à l'IA qui va t'aider. Mais l'IA, et c'est le deuxième enjeu pour moi,
c'est de dire que c'est pas du solutionnisme technologique. Oui. C'est pas un outil. Pour moi, un outil, c'est une pelle ou c'est un râteau. Ça, c'est un outil. Mais l'IA, c'est pas un outil en tant que tel. L'IA, ça va être un moyen qui va te permettre de monter en compétences, qui va te permettre de gagner du temps. Mais il faut le voir, voilà, faut retomber un petit peu, faire retomber un petit peu la pression, parce que je trouve qu'on a quand même une grosse pression autour de l'IA chaque jour. Les nouveautés, les nouveaux agents, les évolutions de ChatGPT, c'est quasiment quotidien. Ouais. Et d'arriver à rassurer finalement toute l'équipe, toutes ses composantes en fonction de là où elle travaille, ça c'est vraiment la clé pour moi. Ouais, il faut éviter de tomber dans les gadgets, dans les effets de mode. Il ne faut pas se sentir oppressé aussi par certains posts LinkedIn, disons-le clairement, un peu bullshit. Hein. Il y a des faux prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Ouais. Et qui gagnent beaucoup sur LinkedIn finalement aussi. Et on en parlait en préparant cette table ronde. Et encore ce matin, évidemment, en me réveillant assez rapidement, en branchant mon téléphone, je regarde LinkedIn. Et je vois un post justement qui faisait écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je regardais les stats, qui disait aujourd'hui, le trafic mondial, c'est 51% du trafic web mondial qui est réalisé par des agents, des bots IA. Donc on se dit 51%, et puis demain, ça va peut-être être 75%. Et puis nous, on arrive dans notre poste de travail, et puis on commence à regarder les stats sur Matomo ou Google Analytics. Et puis on se dit, non, je suis pas à 51%, mais tu as 2. Et donc on est beaucoup. Donc il n'y a pas une uniformité en fait. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que finalement l'IA, chacun doit se l'approprier à son niveau, et il faut faire attention un petit peu, effectivement, au bullshit et aux effets d'annonce qui ont tendance un petit peu à créer ça entretient toujours alors c'est quelque chose de très connu en marketing, hein, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, et on est en permanence là-dedans, en train de se dire mais je rate quelque chose si je n'utilise pas ChatGPT 4.3.2, etc. Donc voilà, il faut arriver à identifier très précisément le besoin et à quel besoin va répondre l'IA. Et on a comme ça un exemple très concret qu'on est en train de mettre en œuvre là dans la structure, c'est utiliser deux API qui s'appuient sur des bots IA qui vont nous permettre de requalifier de la donnée. Et la donnée touristique, c'est la clé, c'est pour toute notre structure et pour adresser finalement le client final, avoir une bonne donnée qui est pertinente, traduite correctement. Et on a un site B2C qui s'appelle Partir Ici et qui a à peu près un peu plus de 2000 offres. Et pour vérifier la qualité de ces offres et pour aller plus loin dans la qualité de l'offre touristique, avant il fallait passer par un humain. Et un humain, on se retourne et on se dit dans le groupe de travail qui va le faire. Et puis là on se dit ça va être long, donc on ralentit. Et puis finalement l'IA vient nous aider et va pouvoir à travers deux moyens. Donc l'IA, je les ai notés parce que je les connaissais pas par cœur. On a deux agents qui sont languagetool.org et siteengine.com qui sont utilisés en tant qu'API dans un dispositif qui a été travaillé par une société qui s'appelle Authentique à Annecy et qui nous permet de requalifier l'ensemble de l'offre de tout notre site, donc les 2000 pages, qui donne une notation. Et en fonction de la notation, nous, on a une alerte. Et ce travail de requalification de l'offre, ça fait un gain de temps phénoménal pour les équipes. Et à la fin, on ne perd pas la relation humaine, parce que ça c'est hyper important, ce que disait Marion, c'est que quand on évalue une fiche qui n'est pas au niveau de ce qu'on attend, des exigences qu'on s'est données nous, et je dis bien nous là sur le site, ce qui ne correspond pas au niveau d'exigence peut-être de l'office par rapport à ce qu'elle fait sur son site, on l'appelle et on prend contact et on requalifie ensemble et on explique pourquoi. Et donc là, l'IA, c'est un moyen d'amélioration et pour aller finalement dans le sens de la qualité. Et pour moi, j'associe beaucoup IA et qualité pour l'instant dans les premiers chantiers qu'on a mis en œuvre. Marion et Jean-Baptiste, l'intégration opérationnelle de l'IA dans vos équipes, ça va passer par la formation, comme ce qui a commencé chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, et à la Plagne aussi, ça commence. Vous allez faire venir des externes pour sensibiliser les équipes et peut-être leur montrer les premiers cas d'usage. Effectivement, à partir du mois de juin, il y a des formations de managers pour l'intelligence artificielle qui vont être menées au sein des équipes
de l'Office de tourisme. Et chez Aura aussi. Alors nous, on a déjà réalisé toutes ces formations. Au départ, c'était justement concentré sur le pôle marketing digital que j'animais. Et puis finalement, ça a essaimé. On a réalisé 2 sessions de formation pour chaque collaborateur. Donc ça représente quand même pas mal de formations. Ça représente un budget aussi. C'est important dans le budget global. Et en fonction des différents services, chacun était amené à un tronc commun et une spécialisation, une 2e session de spécialisation. Et ça a vraiment ouvert là des perspectives pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est vraiment le premier step qui est pour moi indispensable. C'est cette ouverture et finalement cette capacité à se dire « Ah oui, je vois dans mon quotidien ce que je peux en faire ». Et je citais l'exemple d'une de nos collègues qui a découvert avec Eleven Labs la possibilité de faire une traduction texte ou audio et après de faire traduire son audio en japonais. Et elle est spécialiste des relations de presse, elle s'adresse à des marchés internationaux et elle a fait une vidéo d'elle en japonais qui permettait d'adresser justement ses homologues au Japon avec un ton et un style qui était 100% adéquat en tout cas, et ça lui a ouvert des perspectives pour son travail et puis de se dire ça va me faciliter la vie, ça va me accélérer aussi les processus au lieu de passer par une agence, etc. Donc ça va pas non plus mettre à mal aussi les relations qu'on a avec nos prestataires, parce qu'on pourrait se dire on arrête tous les contrats, mais non, c'est pas le cas. Mais ça va faire repenser un petit peu aussi les rapports qu'on a avec les différents prestats, et ça change un petit peu la donne, ça la modifie, mais ça n'empêche qu'on aura toujours besoin aussi de prestats. L'IA va pas tout faire à notre place, quoi. Ouais. Et Ange, ce que je trouve bien dans la démarche des Hauts-de-France, c'est que vous avez pris le taureau par les cornes, hein. Vous avez produit un contenu qui est peut-être imparfait, puisque chaque mois il y a des nouveautés, donc ce qui sort jour J est à moitié plus valable 1 ou 2 mois après, mais enfin quand même, le livre blanc là, que tu as évoqué. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez pris les devants et vous avez offert un livre blanc qui est gratuit et qui éclaire les cas très concrets, opérationnels, qui sont basés sur des points de douleur en fait, hein, des solutions, des problématiques à résoudre sur tous les sujets opérationnels sur lesquels on perd du temps dans un office de tourisme, notamment un office de tourisme, mais aussi une structure touristique ou un socio-pro. En fait, le point de départ de ce livre blanc, c'est un problème qu'on a rencontré à plusieurs reprises. C'est même un point de départ, c'était un mail qu'on a reçu. Un jour, j'ouvre ma boîte mail, puis je vois un mail du service transition numérique de la région Hauts-de-France, qui me dit, en pensant que j'étais l'interlocuteur pour répondre à la question, on cherche à identifier tous les cas d'usage qui ont été produits à la fois vers l'interne et vers l'externe, vers les clients, dans le tourisme, dans les Hauts-de-France, avec l'IA. Et moi, alors là, je parle d'un truc il y a 1 an et demi. Hein. Donc, quand j'ai reçu ce mail, je dis, mais en fait, je ne connaissais qu'un seul cas d'usage externe, c'est le centre historique minier de Leward ces mineurs sont partis à la retraite, et ils se sont dit comment on fait pour assurer une médiation en conservant le contact humain. Donc ils ont produit 480 vidéos face caméra des mineurs qui répondent à toutes les questions que les visiteurs leur posent. Encore une fois, la question de l'intention de l'utilisateur. Et en fait, quand on vient, on peut dialoguer en parlant ou en écrivant sur des tablettes, et ça lance la réponse en vidéo du mineur. Et en fait, il n'y avait que ça. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je fasse un benchmark et puis que je leur prépare un truc. Et donc, au début, c'était benchmark, puis on s'est dit, bon, on va faire un livre blanc. Et puis, comme il n'y avait rien en ligne, on a dit, on va jusqu'au bout. Et en fait, l'avantage, c'est que maintenant, on fait ce travail de sensibilisation, pas jusqu'à de la formation poussée 1 journée, 2 jours, 3 jours, ultra précise, mais on fait ce travail d'éducation sur le terrain. On s'est rencontrés dans la Somme encore dernièrement. Et on fait ça littéralement toutes les 2 semaines. Hein. On est demandé partout pour ça. Mais il y a un enjeu de gouvernance quand même, le sujet donc du manager à ses équipes, de l'office ou du territoire à ses socio-pros, de la région au département. Et voilà, il y a un côté un peu descendant. Je trouve que c'est quand même logique que les grandes instances, les dirigeants prennent le sujet en main. J'espère qu'il y en a dans la salle et que les élus s'intéressent au sujet. La question, c'est comment ça se passe dans les Hauts-de-France au niveau de la gouvernance ? Ouais. En fait, il y a un programme qui a été lancé justement par la mission transition numérique qu'ils ont appelé IA et tourisme. Et donc, ça fait 3 mois maintenant, donc c'est vraiment très frais. Hein. On voit que ça a mis du temps parce que la feuille de route IA régionale, elle est globale.
en fait, au niveau de l'institution. Ça, c'est une feuille de route. Voilà. Et donc il y a un le sujet est service. pris à bras le corps. Il y a on y croit. C'est ça. Et donc sur le tourisme spécifiquement, il y a un comité qui a été mis en place pour pouvoir le porter, dont je fais partie. Et on est censé d'abord commencer par un référentiel, et puis ensuite un certain nombre d'actions. Lionel, c'est quoi les bonnes et les mauvaises raisons de se lancer sur l'IA quand tu reçois des clients qui viennent te voir? Faut qu'on fasse de l'IA. Alors moi, le sujet, je l'avais eu. Faut qu'on fasse de l'influence. Faut qu'on fasse des blogueurs. Faut qu'on fasse des contenus. Faut qu'on fasse des réseaux sociaux. Là, faut qu'on fasse de l'IA. Alors, c'est quoi les mauvaises raisons et les bonnes raisons de se lancer sur l'IA et de se faire accompagner? Ouais, alors effectivement, on pose les choses parce que justement, on veut s'écarter de l'IA one shot, de l'IA gadget qui est pas notre fonds de commerce. Et je rebondirai juste après sur cette notion de gouvernance qui est hyper importante dans les entreprises, avec des logiques de charte de gouvernance à mettre en place. Nous, on a une méthodologie, voilà, un peu claire pour vraiment stabiliser les choses. Et il faut se former, il faut acculturer, il faut y aller pas à pas très clairement. Il faut tester. Il faut éviter l'IA masquée qui est utilisée sous le manteau dans les entreprises parce qu'il y a une confidentialité des données, il faut l'avoir en tête. Donc, attention à la cybersécurité, tu as tout à fait raison, c'est un sujet qu'il fallait qu'on aborde et je te laisse en dire un petit mot parce que le nombre de personnes qui mettent, de RH qui mettent des CV sur les IA pour faire les tris de CV, qui mettent des données confidentielles de l'entreprise sur des IA sans abonnement payant, faites très attention à ça. C'est absolument pas du tout confidentiel. Des CV, des tableaux Excel, effectivement, on pourra pas dire un mot sur le sujet de la confidentialité qui est clé dans l'IA évidemment, mais juste sur la méthodologie et j'en finis là. Nous, on a une logique très pragmatique avec un diagnostic initial qui est d'ailleurs potentiellement pris en charge par BPI France, qui a un programme qui s'appelle IA Booster, qui finance à hauteur de 13 000 euros. Alors, il y a quelques conditions d'éligibilité. On est labellisé pour mener à bien ce diagnostic, mais c'est hyper intéressant. Et si vous n'êtes pas éligible, il y a moyen de le faire passer autrement. Mais ça pose des fondements de se dire comment on va dans l'IA pour créer demain une feuille de route avec la création d'agents IA simples ou premium. Et quand je dis premium, qui vont nécessiter un temps de développement un peu plus conséquent. Donc là-dessus, on pose des fondements pour avoir vraiment un terreau fertile pour la suite et éviter de faire de l'IA pour faire de l'IA parce que c'est dans l'air du temps. On s'écarte vraiment de ça parce qu'il n'y a aucune finalité concrète, il y aura peu de valeur et ça, encore une fois, ça sera très vite débranché, ce qui n'est pas du tout l'enjeu dans les entreprises que l'on accompagne. Par contre, une chose est claire, c'est que le diagnostic va faire émerger un volume de cas d'usage très important. Souvent, ces diagnostics, à la fin, on a 50, 60 cas d'usage qui émanent de l'ensemble des services, donc c'est très important. Ça ne veut pas dire que l'IA sera pertinente partout. Les gens pensent que l'IA, c'est un coup de baguette magique pour résoudre tous les maux de la Terre. C'est faux, je vous le dis de suite. Et il ne faut pas confondre l'IA et l'automatisation, qui sont deux sujets différents. Un sujet d'IA plus classique qui n'est pas générative, ou des sujets d'automatisation ou du développement simple pourrait faire l'affaire. Donc là-dessus, on fait la part des choses. On a des scorings des cas d'usage pour se dire où l'IA générative aura une vraie valeur et où on enclenchera effectivement une conception d'agents IA spécifiques et on écartera ce qui n'est pas de l'IA générative parce que nous, alors c'est un peu difficile de nous qualifier aujourd'hui, mais on est intégrateur d'IA générative au sein des organisations. C'est ce que Marion, par rapport à la confidentialité, moi j'aimerais bien qu'on prenne juste 2 minutes et puis après on va prendre des questions dans la salle. Sur le sujet de la confidentialité, vous avez commencé à sensibiliser un peu les personnes dans l'équipe sur déjà les équiper d'une solution payante comme Canva où tu as déployé 20, 30 abonnements payants, ce qui est... moi j'avais jamais vu ça dans un OT, de payer des licences à tout le monde pour que les usages soient professionnels et carrés. Il y a eu des sujets de sensibilisation et puis peut-être des discussions en interne sur le fait de ne pas divulguer des données sans abonnement payant, de fait de faire attention à la confidentialité de certaines statistiques ou de certaines tendances internes, certains documents aussi. C'est un vrai sujet sur la confidentialité, effectivement. On essaye vraiment de sensibiliser toutes les équipes, la direction, le CODIR, au cas de les bons usages à pratiquer au quotidien. Et cette formation-là qui a lieu en juin, justement, elle sera très formatrice, j'imagine, pour les directeurs qui feront ensuite descendre les informations à tous les collaborateurs de l'entreprise. Le problème, c'est un peu le dark usage de l'IA, c'est-à-dire tous ces usages de l'IA qui ont lieu dans les entreprises et qu'on ne voit pas en tant que manager. Donc c'est dans les deux sens, c'est descendant
de dire aux équipes, voilà, tels outils qu'on vous recommande, voilà, des feuilles de route, voilà, une gouvernance, mais aussi montant, faire remonter les besoins et se dire que, attention, 1, 2, 3 collaborateurs qui déploient Notion, qui déploient Canva pour leur équipe, ça coûte 10, 20 euros par mois par personne. Vous avez 60 collaborateurs, vous devez déployer à tout le monde, ça va vous coûter des milliers d'euros. Et là, c'est plus la même, et on rigole un peu moins au niveau des finances. Donc effectivement, un point de vigilance là-dessus. On va prendre quelques questions et puis Jean-Baptiste pourra y répondre aussi en partie. Est-ce que vous avez des questions à nos 4 invités du jour? Il y a forcément des questions sur l'IA, c'est certain. Ou alors ils ont été absolument parfaitement clairs, mais je crois pas. Ou un témoignage peut-être sur un déploiement d'IA. Ouais, il y a une question là. Ouais, j'arrive avec le micro, c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça on va bien vous entendre. Vous pouvez vous présenter en quelques secondes les 3 vallées. Ouais, exactement. Bonjour, une question pour l'upline plutôt du coup. Est-ce que tu penses que les agents conversationnels vont changer le métier de l'accueil en OT? Allez, c'est une peau de banane, ça, non? T'as qu'à répondre oui, Marion. Mais vas-y. Je pense que ça transforme fondamentalement le métier. Il est complémentaire avec l'accueil humain des personnes. Ça permet aussi des réponses 24/24, 365 jours par an, des questionnements sur lesquels, voilà, nous on a aussi des jours de congé, des fermetures. Donc c'est complémentaire, je dirais, avec un accueil physique, avec un sourire derrière et une personne qui répond. Complètement. Ça, je trouve que c'est une excellente réponse. Pardon, c'est pas biaisé, mais tout à fait un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que l'agent conversationnel, il est 24/24. Il est incomplet, c'est-à-dire que très souvent dans les usages, on doit escalader à un humain. Vous l'avez tous, je crois, vécu. Mais quand même, sur 50-80% des réponses, je crois que c'est notamment Air France qui avait mis en place son IA sur les bagages et qui avait fait baisser le nombre de requêtes de 80% sur les problématiques bagages chez Air France. Oui. Jean-Baptiste. Je voulais compléter par rapport à la question qui est hyper intéressante. C'est aussi de se dire l'IA va pouvoir apporter, alors au-delà du 24/24 et du 7 jours sur 7, qui est vraiment déjà un plus, ça va permettre peut-être d'ouvrir à des candidatures, parce qu'il y a des problèmes de recrutement aussi, toujours dans les offices. Ça peut ouvrir aussi à des candidatures de gens qui ne sont pas forcément du sérail, qui ne connaissent pas forcément le terrain. Et l'IA va pouvoir aider un moteur un peu intelligent, va lui permettre de trouver des réponses qu'il n'aura pas forcément. Et donc ça permet de gagner du temps aussi sur la connaissance. Et parfois, au lieu d'avoir passé 4 ou 5 saisons dans une station avant de pouvoir répondre à 100%, là, l'IA va pouvoir permettre d'accélérer justement ce gain de connaissance. Donc je pense que c'est aussi, il faut le voir aussi comme un bénéfice potentiel sur des candidats qui n'auraient pas forcément postulé en se disant moi je viens pas de ce territoire, je viens d'une autre région, je connais pas la montagne ou je connais pas les stations de ski en particulier. Donc je pense que c'est aussi un vecteur un peu positif aussi par rapport au recrutement, quoi. Merci Jean-Baptiste. Lionel, vas-y, je t'en prie. Non, très, très rapidement en complément, c'est en soutien des équipes des conseillers en séjour notamment. On a travaillé avec l'office de tourisme de Kaisersberg qui gère également une petite station de... La vallée de Kaisersberg. La vallée de Kaisersberg avec le lac Blanc, petite station de ski de fond et en fait, gros marché de Noël. Et beaucoup de questions fréquentes sur le marché de Noël est-il ouvert, avec 200, des fois 200, 250 appels jour en haute saison sur la même question, le marché de Noël ouvre à quelle heure? Et au final, ils avaient un taux de non décroché, donc l'agent conversationnel a permis d'amener des réponses à une question qui était toujours la même, et on va passer à une étape de callbot, donc d'agent IA par la voix, pour aussi répondre dans des périodes de haute fréquentation, là où il y avait du non décroché. Donc au final, entre le non décroché et une réponse IA, il y a en tout cas une réponse fournie par l'IA qui est permise dans ce laps de temps. Et l'humain garde toute sa valeur à des moments clés. On prend une toute dernière question, parce qu'à 10h15, là, dans 2 minutes, on passe à la montagne touristique en quête de performance. Vous restez dans la salle. Une dernière question sur l'IA. Madame, je viens vers vous. Allez-y. Bonjour, Dominique Bocondour, chargée de mission pour la Fédération départementale des offices de tourisme.
Donc nous, depuis quelques mois, on propose, alors soit dans le cadre de Trajectoire Tourisme avec l'ART, des formations IA pour les offices, ou nous, en tant que fédération, des fédérations sur mesure en interne dans les offices de tourisme. Et je voulais savoir, soit dans vos équipes, soit dans les équipes que vous accompagnez, est-ce que vous rencontrez beaucoup de réticence des personnes face aux outils, de la peur Je réponds. Je dirais pas de la réticence. Il y a eu un petit peu d'appréhension, je dirais. Plus de l'appréhension de se dire est-ce que je suis légitime parce que je m'y connais pas assez en marketing digital ou je suis pas assez geek. Et en gros, c'est un peu ce sur quoi il faut lutter. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pas segmenter en fait, de se dire bah tiens, c'est le pôle marketing digital qui va piloter l'IA et puis moi ça me concerne moins. Donc non, je dirais pas qu'il y a de la peur ou de la crainte. Il y a, en fait, on a constaté a posteriori de la formation, de l'attente et aussi, ça a amené aussi pour la direction finalement des engagements forts qui doivent être pris rapidement parce qu'il y a une attente qui est de plus en plus forte, parce qu'on a compris les bénéfices qui pouvaient être tirés de ces formations. Et aujourd'hui, et encore il n'y a pas très longtemps, c'était même hier, je répondais à un mail de ma collègue qui est dans la salle, qui me demandait alors on en est où, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on utilise. Et donc il y a cette demande, finalement, c'est allé assez vite entre le moment où j'ai un petit peu d'appréhension avant la formation et après la formation où je me rends compte que finalement j'ai envie d'aller très vite et j'aimerais bien avoir tout de suite déjà un outil à ma disposition. Et c'est là où ça devient compliqué selon la taille des structures, c'est de se dire qu'est-ce que je déploie pour 60 personnes ou pour 10 personnes ou pour 5 personnes pour des raisons de coût, de confidentialité, d'éthique et tout ce qu'on a évoqué un petit peu aujourd'hui. Donc je dirais c'est plutôt très positif et on n'a pas constaté de réticence pour l'instant. Merci Jean-Baptiste. Qu'on retient donc de cette première conférence, donc l'IA n'est pas une option technologique, c'est une brique structurante qu'on doit intégrer progressivement, lucidement, assez vite quand même, en l'ancrant dans nos réalités de terrain. Merci infiniment à vous quatre. Marion Lacour, on peut vous applaudir. Ange Pozzodi-Borgo, Jean-Baptiste David, Lionel Bertounèche. Ils restent là, ils sont dispo, ils restent dans la salle et puis tout à l'heure pour vos questions.